matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, nous allons parler d'un sujet qui passionne le monde, la franc-maçonnerie, et notamment le Grand Orient. On en parle avec le professeur Mafesoli. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de ces deux ouvrages. Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, avec cette citation « La perte de l'idéal maçonnique » aux éditions Guy Trédaniel, et « La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» Question posée toujours chez Guy Trédaniel. Greg Tabibian, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous allez nous parler de la franc-maçonnerie. Vous êtes... vous avez fait partie en tout cas des plus jeunes initiés des registres de la GNLF, donc une des obédiences de la franc-maçonnerie. Oui, j'ai été initié à l'époque à l'âge de 18 ans et je les avais eus il y a très peu de temps. Et ça avait d'ailleurs soulevé un débat interne à l'époque puisque les textes étaient encore statuaient encore que pouvait être initié maçon un homme majeur, c'est-à-dire de plus de 21 ans. Et ils se sont posé la question de savoir si c'était si c'était l'âge qui primait ou l'esprit de la majorité. Et le grand maître à l'époque avait statué que c'était la majorité et non pas les 21 ans. Donc voilà. Alors, et je précise évidemment, mais tout le monde vous connaît ici, que vous êtes également influenceur et auteur, on va dire, de cette chaîne YouTube Je suis pas content TV. C'est ça. Qui cartonne, disons-le honnêtement. Alors, ce qui est intéressant ici, Greg Tabibian, vous avez quitté la franc-maçonnerie. Michel Mafesoli a quitté le Grand Orient. Et c'est un peu l'histoire aussi de cet ouvrage sur lequel on va revenir. Mais d'abord, pourquoi être rentré en franc-maçonnerie ? Question que je vous pose à chacun, mais on commence évidemment par le professeur Mafesoli. Ah, pourquoi ? J'aime pas les questions du pourquoi. Voilà, c'est une question enfantine. Quel était l'objectif ? Quelle était la recherche ? Voilà. J'ai mes petits-enfants toujours qui se posent la question du pourquoi. Oui. Pourquoi Moi, je préfère le comment. Non, voilà, il s'est trouvé que j'ai été initié en 1972, donc ça fait 50 ans, un peu plus même d'ailleurs. J'ai eu pour maître Gilbert Durand. Qui a été en effet sur la longue durée celui qui m'a initié théoriquement, puisque c'est avec lui que j'ai fait mes thèses, ma thèse d'état, ma thèse de 3e cycle, etc. Et Gilbert Durand, grand spécialiste de l'imaginaire, était lui-même franc-maçon. Voilà, c'est tout. C'est un peu bête comme réponse. Non, mais c'est comme ça que ça... Et de fait, initié d'un point de vue intellectuel, en 72, j'ai été initié d'un point de vue maçonnique, grâce ou à cause Gilbert Durand. Voilà. Non, mais c'est ce que me disait Greg Tabibian. Non, mais c'est bien que les gens qui ne font pas partie de la franc-maçonnerie comprennent aussi comment on y arrive. Et Greg Tabibian me disait d'une manière très franche, mais vous savez, en fait, c'est souvent vous avez quelqu'un qui vous initie, qui vous dit rentre, et vous rentrez, et puis voilà. Et c'est après, finalement, qu'on se rend compte éventuellement de la recherche qu'il peut y avoir, recherche intellectuelle et autres. On va en parler. Greg, quand même, racontez-nous pourquoi. Quasiment pareil. C'était en milieu universitaire, en l'occurrence en fac de droit. Alors, il n'était pas exactement un chargé de TD, mais plus ou moins équivalent, qui est devenu un copain. Et puis tous les midis, on mangeait ensemble pour parler de symbolisme, de spiritualité, de religion, de politique aussi. Et puis, bon, on a assez vite compris, j'ai assez vite compris qu'il en était, même si lui-même n'avait pas forcément le look qu'on aurait pu penser de quelqu'un qui était métalleux. Voilà. Et puis, un peu comme votre look à vous, finalement. Voilà, oui, mais on s'y attendrait pas. Oui, mais les gens s'attendent pas forcément à ce que j'ai pu être franc-maçon. Donc. Et puis, à un moment, il m'a clairement proposé la chose, en l'occurrence d'être mon parrain. Et c'est pour ça que je suis rentré à la GLNF, même si je suis pas sûr que c'était forcément l'obédience qui me correspondait le mieux, mais en général, on choisit pas où on va simplement là où est son parrain. Et puis... il faut juste un parrain. Théoriquement, il faut juste un parrain. On peut même auto-candidater. À mon époque, c'était quand même, je crois, plus dur que maintenant. Je crois que maintenant, c'est 6 mois d'attente. Mais à une époque, on pouvait quand même attendre plusieurs années avant qu'on nous réponde. Donc c'est la candidature spontanée, quoi. C'est quand même, si je puis me permettre, c'est quand même assez long, parce qu'il y a un parrain, certes, mais il y a des enquêtes aussi. C'est-à-dire que c'est un vrai processus initiatique tel qu'étaient les initiations dans les sociétés, disons-le simplement, secrètes, que ce soit les Templiers, Pythagore, Éleusis, etc. quoi. Donc il y a quand même un long processus. Vous dites, 6 mois, 1 an actuellement. Moi, je vois un de mes jeunes amis vient
de rentrer à la GNLF, qui a 21 ans. Et oui, ça a pris un an pour rentrer là. C'est ça. Un an en général, c'est ce qui se passe. Oui. D'ailleurs, là, je parlais des candidatures spontanées, parce que est-ce qu'il faut obligatoirement un parrain? Je disais non, on peut aussi faire une candidature spontanée. En général, rien que la réponse au mail, c'est 6 mois. Enfin, là, c'est beaucoup plus long quand il n'y a pas de parrain. Ça, c'est partie des torts de la modernité dont on va parler d'ailleurs avec le professeur Maffesoli. Mais bon, ouais. Alors, vous souhaitiez réagir immédiatement? Non, tout simplement en disant, soyons attentifs au fait que c'est quand même un long processus. On ne rentre pas là comme on rentre en principe dans un club, en payant sa carte, etc. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait... gardons cette idée tout de même de chemin initiatique. D'initiation, et c'est bien là, en fait, professeur Maffesoli, qu'on vous reconnaît aussi, puisque, justement, vous travaillez beaucoup sur ces questions de rituels, on va dire, de ritualisation. Donc, on comprend l'intérêt qui peut être porté, et vous, Greg, quand vous parlez de symbolisme, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu, vous étiez intéressé par le symbolisme. J'étais intéressé en règle générale par la religion comparée et par, on va dire, la littérature ésotérique au départ occidentale, mais surtout que tournée sur beaucoup de choses. J'ai étudié ça pendant 15 ans. Je continue à m'intéresser énormément à ces sujets-là. Et quand on s'intéresse, on va dire, à l'ésotérisme en Occident, il apparaît à un moment que la franc-maçonnerie... Pour clarifier, nous dire ce que vous appelez l'ésotérisme. Un ensemble de réflexions, de doctrines qui tournent à... alors moi, j'entendrais par là l'interprétation et la révélation du sens caché ou d'autres sens, que j'aime pas l'idée qu'il ne puisse y en avoir qu'un, des textes religieux. Voilà. Mais j'étais un très assidu lecteur, interprète de tout ce qu'on pourrait appeler la tradition ésotérique occidentale et ses auteurs, de Eliphas Lévy à Stanislas de Gaëta, en passant par René Guénon, si j'ai jamais vraiment été un grand fan de René Guénon. Et puis même anglo-saxonne, avec d'autres auteurs, Stinos Menschper, Crowley, Phil Hine, des choses comme ça, plus anciennes ou plus récentes. Et puis voilà, toute cette époque aussi florissante du début du siècle dernier, les papus, et puis toute cette tradition-là qui va du mystère des cathédrales, de Fulcanelli, jusqu'à plein de choses. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ces ordres initiatiques, ces sociétés initiatiques au sens large, parce qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie, sont présentes. Et on a envie à un moment de passer derrière le bandeau, comme on dit, pour voir et pour comprendre ce peut-être qu'il en est. Et puis souvent, j'aime bien aussi dire, je pense que c'est peut-être toujours vrai, que la franc-maçonnerie est souvent, ou en tout cas le grade de maître classique, celui du 3e degré, est un peu le baccalauréat de ces sociétés initiatiques-là. C'est-à-dire que quand vous allez dans d'autres ordres, comme par exemple des ordres martinistes ou autres, vous apercevez que oui, vous n'êtes pas obligé d'être maçon pour y être, mais quand vous allez dans les autres ordres initiatiques, vous apercevez que 80% de la loge a son diplôme de maître maçon, et qu'en général, on commence par ça. Et puis, c'est ce qui permet d'ouvrir à plein d'autres choses. Et j'ai continué à être un peu assidu d'autres sociétés, alors que j'avais quitté la maçonnerie pendant une période tampon, parce que c'était la maçonnerie qui me semblait la moins intéressante, la moins cohérente. Ça, on pourra peut-être en parler, évidemment. Ouais. Évidemment, c'est le sujet du professeur Maffesoli. Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur la recherche ésotérique de Greg. Est-ce que, professeur Maffesoli, vous vous reconnaissez dans cette recherche du sens caché? Ah oui, d'ailleurs, je suis tout à fait impressionné, puisque rares sont les gens qui connaissent Stanislas de Gaëta. Et moi, j'ai dans ma bibliothèque les 3 tomes de l'œuvre de Stanislas de Gaëta. Bien sûr, Guénon également, tous ces éléments-là. Oui, non, ça me paraît très important. Justement, je considère que ce qu'est l'essence maçonnique, et c'est pour ça que je fais une critique du Grand Orient, c'est que c'est une réflexion ésotérique. Quand on regarde sur la longue durée, on voit bien que chaque société a toujours besoin d'endroits où il y a un approfondissement de la pensée. L'ésotérique, c'est pas autre chose. Voilà, quelque chose qui est de cet ordre, avec des bons auteurs, tels que vous en avez cités, et bien d'autres, mais restons sur les noms que vous avez donnés, Fulcanelli pour les cathédrales et tout à l'avenant. Donc voilà, en gros, moi je considère que c'est un élément important. Vous voyez, je vais vous donner un petit exemple. Hegel, qui était franc-maçon, personne ne le sait, on ne le dit pas, etc., a une petite phrase très intéressante. Il dit « La lecture du journal est la prière de l'homme moderne ». Voilà. Bon. Pourquoi disait-il ça? Parce que lui, il a une œuvre compliquée,
difficile, moi je dirais presque ésotérique, quand on regarde l'œuvre de Hegel. Il considérait que lui faisait une œuvre ésotérique, il fallait qu'ensuite ça devienne exotérique, le journal, vous voyez. Mais donc il y a toujours ce va-et-vient dans toute société, il y a toujours un approfondissement et puis une vulgarisation de cet approfondissement. L'ésotérisme, c'est pas autre chose, c'est-à-dire comprendre le visible au travers de l'invisible. Vous avez employé le mot, moi qui m'est cher, symbolisme. D'abord rituel. Ah oui, bah oui, bien sûr. Moi, dans les années 78, c'était ma thèse d'État, pour tout vous avouer. À l'époque, c'était pas chic de parler de rituel. Je montrais que toute vie sociale se fait à partir de rituels, ne fût-ce que le petit verre de blanc que les ouvriers prennent au bistrot avant d'aller au travail. Voilà un rituel. On pourrait montrer qu'il y a des quantités de petits rituels, mais le rituel est un élément, maintenant, qui devient de plus en plus important. On se rend compte qu'on ne peut pas le nier, qui est un élément de la structuration, le liant. L'éthique fondamentale. Et il me paraît, si vous voulez, que ce qui est encore en jeu dans les diverses obédiences maçonniques, c'est cette importance du rituel. Voilà. Mais en effet, alors dernier mot, et puis excusez-moi, je m'arrête, le rituel permet finalement de montrer l'importance du symbolique. Le symbolé, en grec, ça veut dire rassembler. Ce qui était part. Et c'est ça, en sens étymologique. Et le rituel permet de rassembler, c'est-à-dire de faire qu'il y a une communauté qui existe, ce que j'appelais les tribus à l'époque, peu importe le terme qu'on va dire. Voilà, en gros, c'est cette espèce de liaison qu'il est important. Je dirais, puisque j'ai cité Gilbert Durand, c'est une structure anthropologique. C'est-à-dire un élément de fond de toute vie sociale. Alors, très intéressant. Est-ce que, Greg, vous souhaitez réagir d'abord sur la question de rituel? Alors, je voudrais, puisqu'on a abordé le rituel, qu'on parle de cette notion de symbolisme. Il me semble que vous avez expliqué que c'était le fait de rassembler. Pour moi, le symbolisme, c'était peut-être ce qui nous permettait de voir au-delà du miroir. Comme la frontière, en fait, entre le réel de tous les jours et puis justement le sens caché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà, Greg et professeur Mafessoli? Après, je n'irais pas dire qu'il y a un sens caché, je le vois au sens large, mais c'est... Oui, ça pourrait être une définition. Le symbolisme, Le symbole est un support qui permet de penser autrement, ou de mettre peut-être même pour les plus, on va dire, pratiquants, sa pensée en action, à travers le symbole, de lui donner ce qu'on appelle en ésotérisme une opérativité, c'est-à-dire quelque chose qui permette d'influencer son réel, ou le réel, mais on le crée... Est-ce que ce symbolisme, alors ça c'est toujours un grand débat ésotérique, a in fine en soi un symbole, un sens, ou est-ce que il y en a plusieurs et on peut même le créer et l'imaginer? Mais j'avais une anecdote que j'aime bien raconter sans trop divulguer. Mais quand on est initié en franc-maçonnerie, on est... Vous arrive un accident après. Non. On a un passage qui est qu'avant de passer sous le bandeau, de vivre le rituel d'initiation, on est dans une sorte de pièce dans laquelle on est invité à méditer sur un certain nombre de symboles. Donc voilà, il y a un petit bol avec du sel, avec de l'eau, il y a une miche de pain, il y a un crâne, il y a un coq, un dessin de coq. Il y a plein de petites choses et on vous laisse là-dedans écrire en général votre témoignage philosophique. Et puis un jour, donc un futur apprenti passe dans cet endroit-là, dont vous devez peut-être vous souvenir. Et puis ensuite, on lui pose ces questions pendant l'initiation sur son ressenti, sur ce qu'il a le plus marqué. Et puis il dit, moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le rat. Comment vous avez réussi à faire venir pile à ce moment-là où je me pose la question de l'éphémère, à faire rentrer le rat qui prend 3 lampées d'eau, 3 lampées de pain et qui part. Il n'y a jamais eu de rat, en fait. Et c'est juste que, en fait, c'était un endroit où il y avait de la flotte et du pain à disposition, donc une famille de rats avait purement et simplement creusé dans les canalisations au sous-sol une petite baraque et venait, puis bon, ils avaient plus trop peur, de temps en temps, il y avait quelqu'un, il le regardait, il prenait ses lampées, il se barrait. Et il a fait toute sa pige, tout son testament philosophique, tout son truc sur les 3 lampées d'eau et les 3 bouchées de pain du rat, elle symbolise du 3. Et là, les gens se sont retrouvés très emmerdés, parce que qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 2 heures qu'ils planchent là-dessus. C'est pas complètement con, en plus, ce qu'il est en train de raconter, mais c'est pas du tout prévu. Et finalement,
ça crée un symbolisme, et lui, c'est créé un chemin, un truc, et c'est pas devenu moins incohérent qu'autre chose, quoi. Oui, professeur Maffesoli, est-ce que vous souhaitez réagir? Il y a des rats à la GNLF. En tout cas, quand c'est dans les sous-sols... Au Grand Orient, c'est beaucoup plus propre. Hein. Parce que là, c'est un bâtiment très neuf, machin chose, autant que je me souvienne. Non, pour moi, le symbolisme, ma définition, elle est très simple. Ce qui rend visible une force invisible. Voilà, ma définition. Pour le dire très simplement, mais ça va à l'encontre de ce qui est, je dirais, l'esprit du temps, si je le dis à la manière hégélienne, un peu marxisante, qui est le matérialisme, l'économicisme, c'est-à-dire dans le fait considérer qu'on ne vit que pour manger, que pour le ventre. Tandis que là, c'est de rendre attentif que, bien sûr, il y a nécessité de manger, mais à côté du ventre, il y a l'esprit. Il y a le cerveau, voilà. Et pour le dire très simplement, et c'est cela, moi, qui me paraît être en jeu, c'est ça qui est, dans le fond, le cœur battant du symbolisme maçonnique. C'est-à-dire rendre attentif au fait qu'on ne peut pas se réduire à l'inflation ou au pouvoir d'achat, vous voyez, tout ce dont on parle fréquemment. Une recherche de la transcendance, du sacré. Voilà, et que j'appelle, moi, une transcendance immanente, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation. Le divin s'incarne d'une certaine manière. Comment vous conjuguez ça avec, par exemple, le christianisme ? Parce que je dirais pas, je vais être un peu provocateur. Je cite souvent Charles Maurras, je vous prie de m'en excuser, mais je suis un catholique non chrétien, moi. Donc c'est pas du christianisme. C'est pratique. Le catholicisme, c'est ce qui, dans le sens catholone, j'aime bien le grec, je vous prie de m'en excuser, mais ce qui, d'une certaine manière, unit. Voilà. Et donc il y a, au travers disons, de cette dimension religieuse, quelque chose d'important. Pour moi, je dois vous avouer que c'est la piste de recherche de mes livres importants, les 3 derniers livres très ésotériques, si je puis dire, la logique de l'assentiment, la nostalgie du sacré, et la parole du silence, rendre attentif au fait que, de mon point de vue, il y a en particulier chez les jeunes générations, un retour de cette dimension-là. Vous voyez, pour dire bref, et je termine là-dessus, Peggy avait une très belle formule, il dit « Tout commence en mystique et s'achève en politique ». Quand la politique s'achève, ce qui est de mon sentiment actuellement, la mystique revient. Voyez, c'est-à-dire que on l'a pas dit, mais vous savez que mon dada, c'est de rendre attentif que l'époque moderne est en train de s'achever et que c'est la postmodernité qui est en jeu. L'époque moderne a été rationaliste, progressiste, matérialiste, individualiste, alors que ce qui est en gestation, c'est au contraire quelque chose qui fait que je suis avec d'autres. Ce que, dans la tradition maçonnique, on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est rassembler, en quelque sorte, des gens qui sont, de ce point de vue, éveillés. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, le symbolisme, de mon point de vue, revient. Alors, ça me permet, c'est parfait, ça me permet d'avancer sur votre critique également du Grand Orient et la critique de la société en général, la fin de la modernité et cette direction totalement matérialiste qui a oublié, on va dire, le sacré, ça c'est clair, et puis même tout ce qui peut transcender, même le politique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vous connaissais, professeur Maffesoli, comme étant justement un critique de cette modernité, mais en général de la société. Et là, je le retrouve dans votre ouvrage sur la critique du Grand Orient. Alors, finalement, on voit un parallèle entre les deux décadences, d'une certaine façon. Oui, je vais dire quelque chose à l'encontre de notre ami grec, qu'il employait un mot qui est le mot politique, tout à l'heure. J'ai bien entendu. Pour moi, justement, c'est la négation de la maçonnerie. C'est-à-dire que les constitutions d'Anderson, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui est l'acte fondateur en 1717 de la Grande Loge de Londres, en Angleterre, le premier ou deuxième article, je ne m'en souviens plus, pas de discussion politique. Voilà. Et religieuse. Et religieuse, j'osais pas dire ça, mais en effet, c'est vrai, dans le sens des dogmatiques. Oui, dans le sens religion, vraiment. Voilà. Oui. Alors, moi, il me paraît qu'au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a bien marché parce qu'elle était en accord avec l'esprit du temps. Voilà, c'est-à-dire toutes les grandes valeurs qui étaient en gestation à ce moment-là, eh bien, elle a cristallisé cela. Mon hypothèse, c'est ce que je développe dans ce pamphlet, qui est un pamphlet un peu méchant, je règle mes comptes, disons-le tout simplement. Voilà. Ma constatation, c'est de dire que c'est devenu un club politique.
On s'intéresse, c'est les questions dites sociétales. Oui, c'est-à-dire, politique, je dirais même politicien. Oui, moi je suis très opposé au mot politique. J'ai été formé par Julien Freund qui avait fait une distinction entre le politique et la politique. Voilà, l'essence du politique et la politique. Oui. Alors là, le politique n'existe plus, il n'y a que la politique politicienne. Oui, et on voit bien la société du spectacle que nous offrent actuellement les politiques sous leurs diverses modulations pour montrer que c'est quelque chose, il y a une théâtralisation à bien des égards scandaleuse. Mais ce n'est pas là l'objet. L'objet, c'est qu'il se trouve que le Grand Orient est devenu un club politiste, je dis. Voilà. C'est-à-dire que les questions qui se posent, les fameuses questions en loge, c'est l'avortement, l'euthanasie, je me trompe toujours, LGTB ou LGTB, je me trompe chaque fois, enfin bon, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Questions qui sont pas inintéressantes, moi je ne veux pas le nier, mais qui ne sont pas véritablement ce qui est le cœur battant. Dévoyé. Oui. Voilà. Et, je vais publier en avril. Je vais rééditer, là, justement dans cette collection, un livre que je vous conseille, que vous connaissez, qui était un maçon de la GNLF, qui s'appelait Baylo, et qui a écrit un livre qui s'appelle La voix substituée. La voix substituée, c'est-à-dire comment, dans le fond, c'est un livre d'historien, il montre historiquement comme régulièrement la franc-maçonnerie prend une voix substituée, c'est-à-dire qu'elle oublie sa voix propre. Voilà. Et mon hypothèse, c'est cela, c'est-à-dire que le Grand Orient a pris une voix substituée, politiste, syndicaliste. C'est intéressant de voir que l'actuel grand maître du Grand Orient, élu là au mois d'août, c'est un syndicaliste professionnel. Dans ça. Ce qui est bien, c'est légitime, moi, je n'ai rien contre. Mais enfin, moi, j'ai jamais été ni politique ni syndiqué, mais c'est un symptôme. Dans le sens simple du terme. Voilà, je vais... Alors, non, mais continuons, et après, évidemment, je donne la parole à Greg. Sur cette question, en effet, de la décadence du Grand Orient, on va peut-être élargir sur d'autres obédiences, peut-être avec vous, Greg. Et cette venue du matérialisme, le dévoiement de la franc-maçonnerie tel que vous l'entendiez, et puis moi je dirais même une montée, vous le racontez quand même, d'une forme d'individualisme, même de petits individualismes, dans le sens où ce sont des individus qui sont très étriqués dans leurs propres intérêts directs et qui ne recherchent plus à s'élever, mais ou plutôt à s'élever eux-mêmes dans leur carrière, par exemple. Oui, d'accord, oui. Oui, c'est vrai que dès le moment où on perd, j'ai employé 2 ou 3 fois ce mot, je vais le redire, ce qui est le cœur battant, encore une fois, ou l'essence maçonnique, à ce moment-là, ce qui va être privilégié, c'est l'affairisme, c'est le copinage sous ses diverses modulations. Et de fait, il y a quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement au Grand Orient, pour les raisons simples, c'est-à-dire que dès le moment où on oublie, dans le sens simple du terme, ce qui était... j'ai employé ce mot, je vais le redire, c'est un mot mystérieux qui me plaît toujours, l'égrégore, qui est un mot maçonnique, qui signifie la communauté, qui signifie, moi c'est ma vieille idée du tribalisme, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, la société se fonde à partir justement de ces communautés. Et là, elle a oublié cette dimension communautaire et l'accent est mis sur la priorité de l'individualisme, individualisme qui est un peu à la mode, qui pour moi ne correspond plus à ce que sont les jeunes générations. Mais qui a peut-être été encore le mieux servi par ces obédiences, en tout cas, si ce n'est la franc-maçonnerie en général, comme si elle était, comment dire... cristallisé dans cette obédience. Il faudrait faire une distinction tout de même entre la GNLF, et Greg le fera dans un instant, et la Grande Loge de France, et puis des quantités d'autres. Moi, je suis sollicité par des quantités de petites obédiences où le symbolisme joue un rôle important, où la tradition reste entière. Restons sur cette idée, il me paraît, moi j'ai mis du temps, on a été certains, avec mon ami Bruno Etienne, bien sûr, en son temps, Gilbert Durand a essayé, c'est pour ça que la dernière décennie a été une bagarre constante pour essayer de dire, il restait des endroits où justement le symbolisme était quand même à l'œuvre au Grand Orient. C'est plus maintenant le cas, donc voilà, moi j'ai cessé, j'ai dit au revoir ou adieu, à vrai dire, mais oui, l'accent est mis pour nombre de ces maçons du Grand Orient. Moi je dis, ce ne sont plus des maçons, ce sont des syndiqués, des politistes. Alors c'est amusant, et puis j'en termine là-dessus. Oui, mais les syndiqués cherchent
quand même normalement l'intérêt des autres. Oui, mais les syndicats, ça reste d'une manière, encore une fois, très marchandisée, très économiciste, etc. Ne se préoccupe pas des dimensions spirituelles. Voilà, en gros, et c'est la perte de cette dimension spirituelle qui me paraît être importante. Et quand il n'y a plus ce cœur, encore une fois, dans toute société, même s'ils sont que des petits groupes, soyons clairs. Vous avez compris, quand j'ai dit ésotérique, exotérique, il y a nécessité de l'ésotérisme. Eh bien, c'est en train d'être perdu au sein du Grand Orient. Alors c'est amusant, et puis je m'arrête là-dessus. Les politiques ne marchent plus, enfin les partis. On voit bien comment ces jeunes générations ne s'y reconnaissent pas. Les syndicats, c'est kiff-kiff ou rigo. Je veux dire, quand on voit les votes... Et le Grand Orient ne marche plus. Et le Grand Orient va récupérer ce truc-là. Et puis, de fait, vous avez employé le mot décadence. Vous savez, ils annoncent 55 000 membres. C'est faux. Il faudrait mieux viser à 30 000 ou un truc comme ça. Oui, il y a même une perte d'effectifs. Vous connaissez ce que dit Churchill. Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même modifiées. Oui, exactement. Alors, Greg, d'abord, sur la différence entre les obédiences, d'ailleurs, essayez d'être le plus vulgarisant possible, parce que je rappelle que tout le monde, personne ne connaît rien à ce sujet. D'accord. Voilà, quelle est la différence? Quelles sont les autres obédiences? Il y en a plein. En fait, il ne faut pas compenser, il ne faut pas relier pour moi, on va dire, la méthodologie maçonnique à une idéologie politique, ou même à une religion, ou même à une spiritualité particulière. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'ils sont francs-maçons et mettre tout le monde dans le même groupe. C'est une méthode qui permet de créer dans un espace une façon de faire circuler la parole et de s'interroger collectivement, ritualisée, qui est différente de ce qu'on peut croiser à l'extérieur du temple et qui devrait normalement permettre, par sa méthodologie, dans la prise de parole, dans la façon dont circulent les idées, de produire quelque chose de moins chaotique, de moins brouillon ou bruyant que ce qu'on peut trouver à l'extérieur du temple. C'est juste ça. Après, vous allez avoir des obédiences qui vont apporter une couleur spécifique, et puis vous allez avoir des rituels qui apportent une couleur spécifique. Mais, par exemple, on disait tout à l'heure que la franc-maçonnerie avait eu un idéal, on va dire, de modernité, un idéal plutôt libéral au sens historique du terme. Pas forcément. Vous trouverez des gens qui vont être au Grand Orient de France, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est que là que ce rite est pratiqué, ce qu'on appelle par exemple le rite français groussier, qui est un rite dans lequel vous n'avez aucune référence au grand architecte de l'univers, dans lequel vous prêtez serment sur la Constitution de 58 ou sur une page blanche. Et à côté de ça, vous allez avoir son extrême opposé, par exemple, le rite écossais rectifié, dans sa version classique, où vous devez être baptisé. Catholique, orthodoxe, certaines loges refusent même les protestants. Vous prêtez serment sur l'incipit de Saint-Jean. Vous avez un certain nombre, vous êtes baptisé par l'eau. Le Christ y est mentionné à plusieurs reprises dans le rituel. Donc là, vous avez bien vu que c'est le jour et la nuit. Et si en plus, ce pratiquant du rite écossais rectifié, par exemple, allez, prenons une autre obédience, Grand Orient, l'extrême opposé, le Grand Prieuré des Gaules. Bon, rien que le titre, déjà, vous indiquait que vous étiez quand même quelque chose de plus proche d'un groupe de nations souverainistes que de libéraux pro-IVG, quoi. Donc, en fait, vous avez tout et son contraire. Ce qui va rester, c'est le rituel. Donc, par exemple, on dit souvent que c'est des libéraux. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Quand on est au rite écossais rectifié, une des premières choses qu'on va vous faire lire, parce que c'est vraiment, ça doit être votre livre de chevet d'apprenti, c'est les écrits maçonniques de Joseph de Maistre. C'est quand même le théoricien de la contre-révolution. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même drôle de se dire que c'est forcément un groupe de révolutionnaires, robespierristes, coupeurs de tête et anti-bourges. C'est très compliqué. Ça va aller un peu dans tous les sens. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne choisit pas vraiment où on va aller. Et très souvent, vous avez des gens, je pense que j'en ai entre autres fait partie, qui ont peut-être été orientés soit vers le mauvais rite, soit vers la mauvaise obédience. Et moi, je me souviens, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé, je vous ai entendu dire que c'était 65%. Moi, à mon époque déjà, on avait 50% de frères initiés qui partaient avant la fin de leur première année. Parce que c'était pas pour eux. Et quand on dit c'était pas pour eux, c'est souvent le rituel. C'est souvent l'obédience. Vous êtes jeune étudiant en fac de... C'est quoi le rituel alors Le rituel, c'est la façon dont on va se réunir, dont on va parler, dont on va faire circuler la parole. Est-ce que déjà, vous êtes initié sur la Bible en étant oint par l'eau
au nom du Christ, ou est-ce que déjà vous prêtez serment devant la Parlez bien dans le Constitution micro, de 58 de défendre la République? Ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Et très souvent, vous n'êtes pas au bon rituel. Moi, je pense que si vous êtes un jeune étudiant en fac de sociologie, que vous êtes encarté à la France Insoumise et qu'on vous met au Grand Prieuré des Gaules à jacter en latin à la gloire de Jésus-Christ, ou l'inverse, Il y a un il ne problème faut pas s'étonner s'il y a des gens qui partent avant un an. C'est pas pour vous. Alors, je vais rester dans la question de C'est pas pour rituel vous. avec une question que beaucoup se posent, donc je la pose. C'est dans les rituels et puis d'ailleurs dans la recherche comment dire, de la compréhension du sacré, il peut y avoir par la médiation une recherche de sacrifice sacrificiel. Et alors, abstrait ou réel, quel sacrifice? Est-ce que c'est un rituel qui peut exister dans certaines loges? Je ne parle pas de sacrifice forcément humain, Ah non, mais, Oui. mais est-ce que c'est une notion qui existe? Mais un rituel sans sacrifice, ça n'existe pas. D'accord. Je vais encore faire mon girardien, je vais faire chier. Bah oui, mais là, c'est Mais René il y a Girard, c'est ça. toujours sacrifice. De toute façon, le rituel maçonnique, on va pas rentrer dans le cas, mais en gros, si on prend apprenti, compagnon, maître, c'est l'histoire d'un sacrifice. C'est quoi l'histoire du sacrifice alors? C'est l'histoire d'un architecte qui s'appelle Hiram, etc. Il meurt, il ressuscite. Non, il mais se passe plein dites-nous, de parce choses. que nous, on ne connaît pas. Donc, On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un sacrifice. C'est une Mais mort. qui déjà, est sacrifié? Bah déjà l'apprenti. Ah oui. C'est une mort initiatique. Enfin, toute initiation passe par quelque chose qu'on retrouve depuis les débuts des sociétés antiques. On meurt, on renaît autrement. Ensuite, on voyage, et puis ensuite, on apprend l'histoire de celui qui est mort avant nous et dont on s'inspire. Donc, de toute façon, vous avez toujours un sacrifice. Toujours un sacrifice. Un rituel, c'est un sacrifice. Après, si on mentionne des sacrifices au sens où sont pratiqués la mise à mort d'individus ou d'animaux, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Vous n'en avez de toute façon pas si ça existe dans les loges bleues. C'est quoi les loges bleues? Apprenti, compagnon, maître. Alors, c'est dans quelle loge? C'est dans tous les rituels. Vos 3 premiers degrés Non, mais je veux dire, sont toujours vous communs. dites, c'est pas dans les loges bleues, c'est dans les loges de quelle couleur? Ce qu'on appelle les hauts grades. D'accord. C'est-à-dire ce que vous faites après votre grade de maître. Pour grosso modo, je parle sous votre contrôle, simplifier le trait, tous les rituels ont en commun les 3 premiers grades, même s'ils ne vont pas se dérouler autrement, apprenti, compagnon et maître. Et au-dessus, ça change. Déjà, ça change de grade. Ça peut aller de 7 grades à 99, si vous êtes au Memphis Misraïm, dont les 3 quarts ne sont pas pratiqués. Parce qu'en fait, vous ne faites pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous faites 1, 2, 3. Et puis, vous faites 5, 7, 14, 18. Voilà, par exemple. Et voilà. Et la question de départ étant... Le sacrifice. Moi, j'en ai jamais vu. Non, mais dans cette recherche du sacré, il y a ésotérique, il y a forcément ce que je disais, René Girard, cette notion de sacrifice. Jusqu'où pousse la notion de sacrifice? C'était la question que je posais. Et dans quel sens et par quels moyens? Ça dépend à quel point vous le prenez au sérieux, à quel point vous mettez cet engagement initiatique comme quelque chose de sérieux. Si on est face à de l'arriviste ou d'une personne qui est là pour son intérêt personnel, comme on le mentionnait tout à l'heure, il est évident qu'en règle générale, j'ai connu peu de frères qui étaient intéressés par l'aspect spirituel et qui étaient en même temps ultra arrivistes. En règle générale, les gens qui sont là pour le carnet d'adresse s'en foutent un peu du rituel, voire complètement du rituel. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai cru remarquer. Oui. Mais bon, on va revenir là-dessus sur ces rituels éventuellement qui font, en tout cas, beaucoup parler, qui posent des questions. Y a-t-il, à un moment donné, quelque chose qui ressemble à un sacrifice humain? Je ne l'ai pas vu. Non, mais je sais, c'est pas la question que je vous reposais. Mais est-ce que ce serait envisageable dans ce cadre de recherche rituelle ou, est-ce que c'est un dévoiement? Bref. Ça n'aurait rien à foutre dans les rituels tels qu'en tout cas, je les vois, je les connais pas tous jusqu'au dernier degré, mais je vois pas de rituel dans lequel sacrifier. Non, tout reste essentiellement symbolique. Symbolique. Professeur Maffesoli, je vous pose la question que tout le monde rêve de poser, donc je le fais, voilà. Non, non. Parlons. Le sacrifice n'est pas du tout le sacrifice humain. C'est un fantasme absolu de croire à ça. Par contre, et c'est ce qui est important, il y a l'apprentissage de sa mort. Voilà. En gros, c'est tout ça. Vivre sa mort de tous les jours. Et fondamentalement, toute une série de rituels repose sur cette idée d'apprendre à
Savoir qu'il y a de la finitude, c'est tout. Et certains rituels où on mime justement, je fais exprès de dire cela, Hiram mort, enfin là, on est recouvert d'un linceul. J'ai pas envie d'aller plus avant dans cette histoire-là, mais disons que c'est tout simplement quelque chose qui rappelle que la finitude est là. Alors, puisque vous avez cité Joseph de Maistre, je vous renvoie à un grand livre de Gilbert Durand qui s'appelle Un conte sous l'acacia. Un conte sous l'acacia, qui est un très beau livre. Et Joseph de Maistre a fait un très beau livre sur le sacrifice, justement, en montrant que c'est une structure anthropologique, il y a encore, regardons ce mot, une structure anthropologique de toute espèce humaine. C'est-à-dire qu'il y a, alors, il y a eu des sacrifices sanglants, humains, animaux, beaucoup plus symbolique le Christ, la crucifixion, et puis ce qui en est résulté, et ce qui est au fond le cœur battant, là encore, du catholicisme. Et la maçonnerie a gardé, encore une fois, au travers des rituels, cet apprentissage, j'insiste là-dessus, l'apprentissage avec des épreuves. Alors, revenons à mon dada. Il se trouve que je considère que, justement, le Grand Orient a perdu cet apprentissage. Ce qui s'est passé dans les 2 ou 3 dernières années par rapport à cette espèce de psychopandémie qu'on a appelé le Covid, ou Covid, je ne sais plus quel chiffre, eh bien, ils ont imposé sottement, et d'ailleurs, ça a été là le débat, et je l'explique dans ce livre, ils ont imposé tout simplement les injonctions de l'État. Sans réfléchir, le port de la muselière, les gestes barrières, ce qui est la dénégation, je fais exprès de dire dénégation de toute fraternité ou de l'affrèrement, ce que j'appelle l'affrèrement. Alors voilà, en gros, on apprend ensemble à homéopathiser la mort, c'est ça l'apprentissage. Et les divers rituels maçonniques s'inscrivent dans cette perspective-là. Je dis, voilà, il me paraît que c'est là encore un élément fondamental de toute vie ensemble. Savoir que la finitude est là, et il faut voir comment on la vit. Dans le vrai et le beau et le traditionnel catholicisme, existait Notre-Dame de la Bonne Mort à Poitiers, Notre-Dame du Bien Mourir à Fongombo, dans l'abbaye de Fongombo. Vous voyez, il y avait toute une série d'éléments qui permettaient, encore une fois, je dis bien, de s'acheminer vers cette finitude. Voilà. Et cette donc, notion d'ailleurs de sacrifice ayant été perdue dans nos sociétés, on peut aussi expliquer la violence actuelle aussi en tout cas certains ont cette thèse que la violence de notre société est aussi liée au fait d'avoir perdu ces rituels. Oui, mais ça c'est mon hypothèse fondamentale, vous le savez. Je considère que dès le moment où il y a eu une aseptise de la vie sociale, c'est mon livre Essai sur la violence, eh bien il va y avoir un rituel, une violence perverse, pervia. C'est-à-dire ce qui ne peut pas s'exprimer, c'est la catharsis d'Aristote. Ce qui ne sort pas naturellement, ça contamine le corps. Alors, je termine là-dessus. Vous avez employé, Briand, le mot méthode. Oui. Et c'est bon, ça c'est un mot qui me plaît beaucoup. Métaodos, la mise en chemin. Grec. Et c'est le chemin, j'ai dit Briand, grec. C'est le chemin initiatique qui est un chemin, encore une fois, une mise en chemin, fondamentalement, dans le sens étymologique du terme, de mise en chemin, justement, apprentissage, encore une fois, de la mort qui est là, de la finitude qui est inéluctable. Et moi, ce qui me paraît être le problème de nos sociétés modernes, c'est qu'on a voulu dépasser. C'est l'idée hegelienne et marxienne, Aufhebung en allemand, dépassement de la finitude, de la maladie, voire de la mort. Le transhumanisme, c'est pas autre chose. Et le transhumanisme devient de plus en plus triomphant au sein du Grand Orient. Dépasser. Aufhebung. Voilà. Dépasser, encore une fois, j'ai bien dit, maladie, dysfonctionnement et mort, c'est le grand fantasme, alors que la sagesse populaire, et pour moi les sociétés ésotériques, rappellent qu'il ne faut pas dépasser, mais savoir vivre sa mort de tous les jours. Voilà. Je continue d'ailleurs sur ces questions d'affairisme, après, évidemment, on va revenir sur le sens même, mais tout ce qui est autour qui peut être autour de la franc-maçonnerie et justement qui est peut-être dévoyé. Il y a eu cette affaire Athanor, donc la folle histoire d'une loge maçonnique convertie en officine du crime. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. On voit que finalement, ce sont des frères qui se sont retrouvés pour pouvoir mettre à mort et donc qui ont été utilisés leur connaissance les uns des autres pour pouvoir servir
Ouais, pour assassiner les personnes qui étaient commandées, pour servir pour des commandes de meurtre. Donc là, et beaucoup aussi peuvent considérer que la franc-maçonnerie, il y a cet affairisme. Donc on l'a dit pour social, pour monter en grade, etc. Oui. Et puis là, ça peut aller jusqu'à des histoires pareilles qui sont quand même bien sûr. Mais en fait, une officine du crime. oui, mais c'est pas pour ça que c'est la franc-maçonnerie qui le fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la franc-maçonnerie, la structure de l'organisation maçonnique telle qu'elle est. Et c'est ce côté secret qui fait que... Du coup, c'est forcément un cadre génial si on veut faire des choses illégales. Il y a un secret, on ne dit pas qui en est membre, on se réunit, on a des mots de passe, on s'entraide. Donc si à l'intérieur de ça, vous avez envie d'utiliser cette structure du secret pour pouvoir faire des choses en sous-marin, il n'y a pas plus pratique que ça. Vous avez le livre rouge, vous pouvez trouver les autres frères en fonction de leur profession, leur machin. C'est parfait. Donc forcément, mais est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui commande le truc? Non. Mais vous avez clé en main une structure qui est magnifique. Et puis à partir du moment où vous êtes compagnon, vous pouvez ce qu'on appelle voyager, ça met pas longtemps à arriver, ça peut mettre au maximum 3 ans, et là vous avez le droit d'aller en plus dans des loges où il y a des gens plus importants que vous. Donc vous pouvez faire... En fait, c'est fabuleux comme cadeau, cette structure-là, elle est à double tranchant. C'est évident que c'est plus simple qu'en étant sur la place publique. Donc que ce soit pour commettre des crimes, des meurtres, des choses illégales, c'est évident. C'est un réseau qui... C'est pas forcément le réseau en tant que tel, c'est la structure. C'est la structure qui permet cette protection. Mais est-ce que c'est la maçonnerie en tant qu'entité elle-même qui le demande, qui le commande ou qui le... Je crois pas. Alors je sais pas, est-ce que c'est une loge ou est-ce que c'est une fraternelle déjà? C'est un truc très marginal. Hein. Oui. Je fais exprès de dire c'est un truc. C'est un truc. Mais bien sûr que ça arrive et bien sûr que... Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que parce qu'il y a cette protection du secret, donc de fait, ça peut aboutir à ça, mais on en parle là d'une manière, je considère là journalistiquement d'une manière exagérée. Hein. Mais bien sûr, mais ça stimule les fantasmes. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait marginal. Il est bon d'en parler, je pense. C'est tout à fait marginal. Voilà, il faut quand même être attentif à cela. Sur le nombre de loges. Voilà, on ne peut même pas le quantifier, je considère, en termes de pourcentage. Oui, voilà, c'est quasiment, c'est en règle générale assez insignifiant. C'est existant, mais c'est des réseaux qui se font parce que, encore une fois, la structure est parfaite pour ça. Bien sûr. Mais c'est le principe des sociétés secrètes, finalement. Et c'est aussi pour ça que tant de personnes montent aussi des fantasmes ou des délires, vous l'appellerez comme des illusions, sur ce qui se passe dans la partie secrète. Déjà, j'ai du mal à parler de société secrète sur un truc qui est connu de place publique et sur lequel le Point sort un numéro hors série tous les 2 mois. Mais c'est pas secret, c'est discret. Oui, c'est discret et... si je puis me permettre un mot là-dessus, discret, pas secret, discret. En latin, je prie encore de m'excuser, la discrétio, c'est le discernement. Et on a traduit en français discrétio par discret et secret. Le cœur battant, encore une fois, de la maçonnerie, c'est cette discrétio, c'est-à-dire ce discernement. C'est-à-dire comprendre ce qu'il en est, encore une fois, de l'évolution humaine et de l'évolution spirituelle. Voilà, c'est tout. Alors, on va fantasmer sur le secret alors que c'est du discret, dans le sens étymologique du terme. Encore une fois, cette capacité de discerner ce qui existe, ce qui est le bien, le mal, ce qui constitue, en quelque sorte, encore une fois, l'essence même de la vie en société. Alors, Greg Tabibian, vous avez malgré tout quitté la franc-maçonnerie. Pourquoi ? L'époque, pour un certain nombre de... Plein de raisons qui sont ajoutées les unes aux autres. Mais liées à l'obédience, justement, vous avez reconnu une forme de décadence aussi. Certaines liées à l'obédience. Ce dévoiement dont parle le professeur Maffesoli, ou parce que vous-même, vous avez une recherche distincte? Il y avait des problèmes d'obédience et des problèmes de loge. Voilà. Les problèmes d'obédience, c'est que, encore une fois, moi j'étais plutôt à ce moment-là un jeune homme, on va dire... plutôt orienté vers une vision sociale de la politique. En fait, j'étais très pris parce qu'en fait, j'avais plutôt une vision politique qui m'aurait rapproché du Grand Orient, mais j'avais une très, très, très forte recherche ésotérique qui était complètement absente ou presque au Grand Orient. Donc, j'étais un peu... Et puis, de toute façon, la question ne s'est pas posée puisque je suis allé dans l'obédience de mon parrain. Après, il y a des choses qui m'ont étonné, avec laquelle j'étais... C'est l'âge aussi peut-être en opposition, se revendiquer être l'avant-garde de la modernité quand on n'initie pas les femmes me paraît relativement étrange, quand on ne les reçoit pas en loge non plus me semble relativement étrange. Et puis il y avait aussi des problèmes de loge
toute bête, c'est c'était une jeune loge. La loge venait de se monter. On était très très peu nombreux. Et ça veut dire qu'en fait, on passe. Comme quoi, il y avait quand même un certain dynamisme. Il y avait un dynamisme. Mais ce dynamisme, il veut dire quoi? Il veut dire que, on va dire, ce qu'on appelle une tenue, donc une réunion sur 2, voire 2 réunions sur 3, vous allez initier un nouveau frère. Parce que la loge grandit. Ah bah oui. Sauf que quand vous initiez un nouveau frère, je ne sais pas si c'est le cas au Grand Orient, mais il y avait une tradition, en tout cas à la Genève, c'est qu'on ne fait que ça de la soirée. La soirée est entièrement dédiée au nouveau frère. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez 2 fois par mois pendant 1 an regarder la même pièce de théâtre. Et je sais que la dernière année, sur 12 tenues, il y en avait eu 10 qui étaient une initiation. C'est-à-dire que 2 fois dans l'année, j'ai fait autre chose que regarder silencieusement une pièce de théâtre pour aller bouffer après avec un mec que je connais pas. Dont une fois où c'était pour ma propre élévation, donc c'était en plus pour une soirée pour moi. Donc en fait, finalement, je n'ai quasiment rien fait. Oui. Et ça, c'était pour très quelqu'un qui avait une véritable recherche. Voilà, ça c'est un problème que vous rencontrerez pas dans des loges qui ont plus de 50 membres, qui sont déjà établis, qui initient très peu. Mais ça, par exemple, c'était un problème très spécifique à ma loge, c'était que je me faisais chier. D'accord. Voilà, c'était juste bêtement ça. Mais ça, c'était vraiment quelque chose de très extérieur. Et puis après, il y avait eu aussi donc ce fait que c'était pas forcément pour moi. Et puis, une déception après l'arrivée du grade de maître et l'entrée dans les premiers hauts grades, de dire que je n'ai rien appris doctrinalement, je dis bien doctrinalement, que je ne trouve pas au rayon anthropologie, sociologie, philosophie politique ou ésotérisme et spiritualité de la FNAC. Mais donc, est-ce que ça rejoint pas ce que dit le professeur Maffesoli ? Finalement, une absence, ne pas être présent sur ce qui est censé être le premier sens de la... je n'apprends rien que je n'avais pas déjà soit appris par moi-même, soit qui puisse se trouver à la FNAC. Alors, on vous dira aussi, rien ne vous sera enseigné à l'université que vous ne trouvez pas au rayon de votre discipline à la FNAC. L'intérêt de l'université, c'est d'avoir des gens qui savent vous le transmettre. Effectivement. Mais là, peut-être que les gens qui sont là me l'ont pas transmis. Et puis, il y a eu aussi un dernier petit problème, qui était que j'ai donc été initié à 18 ans, donc plus jeune initié, donc plus jeune maître, surtout que j'étais dans un rituel qui va assez vite, plutôt proche de ce qu'on appelle le rite émulation, donc un rituel où on accède assez vite à la maîtrise. Et je me suis retrouvé avec des gens qui avaient 2 fois ou 3 fois mon âge, et qui n'aimaient pas voir un petit con de 20 piges et des bananes au même grade qu'eux. Parce qu'eux, ils en ont chié. Et je peux totalement le comprendre. Donc, il y avait aussi quelque chose d'un peu ça, c'est les affaires d'ego qu'on trouve dans n'importe quelle société humaine. Oui. Voilà. On revient aux défauts de la société humaine dont on parlait tout à l'heure. Professeur Maffesoli, justement, sur sa déception, finalement, est-ce que vous considérez qu'il y a là un point commun, finalement, dans votre analyse sur le fait que peut-être ne pas savoir répondre ou ne pas savoir apporter des éléments ésotériques, symboliques, non, moi j'ai écouté recherche. avec beaucoup d'intérêt. Je suis un peu étonné, parce qu'à la GNLF, la tradition fait que cette recherche est importante. Moi, je viens d'écrire un article pour les cahiers Villard-Donnecourt, qui est la loge de recherche de la GNLF, et c'est du sérieux, c'est une réflexion, je dirais, spirituelle, profonde, etc. Donc, mais en même temps, c'est compréhensible. Voilà, c'est tout simplement une recherche personnelle, en gros, qui faisait qu'il n'y avait plus dans le sens simple du terme, il n'y avait plus correspondance, un point, c'est tout. Donc à ce moment-là, il vaut mieux saluer. Moi, c'est pas mon problème, c'est-à-dire, encore une fois, moi, je me suis battu au sein du Grand Orient pour qu'on garde la dimension symbolique. Voilà. Et puis, le combat n'ayant pas donné de partie ses fruits. Ça a duré un moment, et puis au bout d'un moment, j'ai 80 ans, donc à un moment de moi, je dis, basta così, ça va, voilà. J'ai assez donné, je préfère passer ailleurs pour poursuivre cette démarche qui reste encore une fois la mienne. Je considère que vous avez compris, mon propos essentiel, c'est de dire chaque société a besoin de sociétés ésotériques, c'est-à-dire d'endroits où on approfondit, où on recherche, etc. De surcroît, là d'un point de vue sociologique, je ne suis pas un vrai sociologue, mais enfin, en tout cas, on m'a qualifié ainsi, je considère que ces jeunes générations ont cette recherche-là. Et moi, je continue à voir et à recevoir des quantités de jeunes, comme moi, à 20-25 ans, qui ont, je le sais, ces préoccupations symboliques et spirituelles. Et donc, il me paraît que cette préoccupation, ce souci dans le sens heideggerien ne correspond pas à ce qui est proposé au Grand Orient. C'est tout. Voilà, moi, je ne vais pas aller plus En revanche, avant, si on va sur votre deuxième ouvrage, La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde, vous considérez donc que la franc-maçonnerie aujourd'hui
peut réenchanter le monde, mais surtout, oui, lui donner un sens. J'ai mis un point d'interrogation. Je sais, mais moi je réponds pour vous. Ce livre, j'ai mis un point d'interrogation, c'est-à-dire que ce petit livre est un peu un correctif par rapport à mon pamphlet, pour dire bref, en montrant qu'il peut exister diverses obédiences qui, elles, gardent encore une fois cette dimension symbolique, c'est tout ce que je dis. Alors, c'est uniquement si... Et elle garde encore une fois ce fil rouge, qui est l'essence même de la maçonnerie, qu'elle peut réenchanter. Pourquoi je dis réenchanter ? Je prends le contre-pied, c'est un de mes vieux dadas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le réenchantement du monde, avant, d'un point de vue sociologique. Max Weber a montré comment, à partir de la réforme protestante, il y avait un fameux désenchantement du monde. Ensäuberung der Welt, voilà, c'est-à-dire comment le rouleau compresseur du rationalisme avait évacué le sacré, le spirituel sous ses diverses modulations, etc. Et à juste titre, il montre que c'est le début de la société capitaliste, fondamentalement. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dit Weber. Moi, il me paraît qu'actuellement, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je vous le redis, excusez-moi de me répéter, il me paraît que ce matérialisme, ou ce que j'appelle l'économicisme, n'est plus en phase avec l'esprit du temps. Voilà. Et donc, du coup, on peut penser qu'il y aurait divers rassemblements, c'est ça les obédiences, divers rassemblements de loges, de groupes, etc., peu importe en la matière, je ne vais pas être plus précis, qui gardent encore une fois ces deux dimensions-là et du coup agrègent. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire justement avec les rites de l'Église catholique, qui justement le rite en latin, lui, qui revient, retrouve une vigueur, tandis que le reste s'effondre également, et on ne voit plus personne dans les églises. Et alors, je fais une ou deux pages, je n'ai pas osé aller plus avant, mais je considère qu'il y a eu un mouvement similaire, c'est-à-dire que l'Église conciliaire, qui a perdu sa vraie dimension traditionnelle, ces églises se vident. Alors que, gardons des exemples très simples à Paris, je ne vais pas donner de nom, mais des quantités d'églises traditionnelles attirent les jeunes, qui, elles, retrouvent cette jeunesse a envie, encore une fois, du latin, de la liturgie, sous ses diverses modulations, mais réelles, et du sacré. Voilà. Alors que ce qu'est cette église conciliaire, c'est qu'elle a, en quelque sorte, perdu cela. Et elle a été jusque, par exemple, je reviens à cette idée, pendant, encore une fois, la psychopandémie, je vois telle ou telle église près de chez moi où il fallait porter le masque, mettre un siège de différence entre les trucs, etc. Et on ne se serrait plus la main pour la paix du Christ. Par exemple, et tout à l'avenant. Et je fais un parallèle entre ça et comment dans des tenues du Grand Orient, ce qu'ils appelaient la chaîne d'union, c'est-à-dire qu'à la fin on se tient par la main, ils mettaient une corde entre deux mains. Non, c'est comme ça qu'ils ont fait, je me suis posé la question. Comme ça, tu vois, pour regarder le fait que les mains ne se touchaient pas, il y avait un petit morceau de corde qui... Oui, il y a vraiment un parallèle avec donc, c'est pas la façon la plus stupide. Les rites traditionnels, les rites en latin de l'Église, on a vu qu'eux ne respectaient pas non plus. Non, mais bien sûr, Dieu merci, moi, l'église où je vais, près de chez moi, elle n'a jamais respecté le port de la muselière. En fait, c'est pas la franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ? Voilà, c'est peut-être une réponse à votre premier. C'est le sacré peut-il réenchanter le monde ? Moi, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, vous avez compris qu'il y a eu le mot allemand, d'ailleurs, je le redis, Ensäuberung der Welt, c'est démagification du monde. C'est ça. Si on a traduit désenchantement, mais ça. Et de fait, ça a été cette espèce de, je redis, de rouleau compresseur du rationalisme. Alors que le rituel... encore une fois, un de mes livres s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Je ne perds pas la raison, mais je rappelle les sens aussi. C'est saint Thomas d'Aquin, puisque vous savez que j'aime saint Thomas d'Aquin. « Nihil est in intellectu qui non fiut prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Et le rituel, c'est ça. Et dans le fond, le sacré, c'est cette espèce de conjonction d'éléments qu'on a séparés, la coupure. Greg, je vous laisse le mot de la fin, justement, sur cette notion de sacré. Et qui peut peut-être réenchanter le monde, qu'en pensez-vous ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne réenchanterait-elle pas le monde ? Après, c'est une structure qui me semble peut-être un petit peu... qui va devoir profondément repenser un certain nombre de choses. Là, vous parlez de la franc-maçonnerie. Oui, particulièrement si elle veut attirer des gens de plus jeune génération. Il y a quand même des très sérieux immobilismes, des très sérieux anachronismes. On va dire que le fond un peu parfois conservateur,
rentre vraiment en contradiction avec un message progressiste ou revendiqué progressiste, puisque moi c'est ma thèse, c'est que justement cette postmodernité n'est au contraire pas le dépassement de la modernité, mais un retour au conservatisme et on va dire à l'archaïsme. Il va falloir qu'elle s'organise, mais j'ai peur de les voir aller dans le sens du vent, moi. Parce que... c'est pas déjà le cas, ça. Pardon, mais justement, c'est aussi ce qu'explique le professeur Maffesoli dans son livre, c'est cette forme de pousser vers une forme de progressisme Mais de pousser, justement, est-ce qu'il pousse encore ? Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot, excusez-moi, ce que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire et que je développe là-dessus. Le progressisme a fait son temps. Moi, c'était ma thèse d'État à l'époque. Le mythe du progrès a fait son temps. C'est ça, le progressisme. Là, ce qui est l'expression utilisée en maçonnerie, c'est la philosophie progressive. Et voilà ce qui est différent. Le progressisme, c'est la flèche du temps. La philosophie progressive, c'est ce que j'appelle la spirale, c'est-à-dire la tradition qui évolue. Et alors que le Grand Orient reste sur un mythe progressiste, oublie encore une fois le fait qu'au début de chaque tenue, il parle de philosophie progressive. Et donc eux, c'est complètement paradoxal. Avoir des vieux rituels, justement, qui en soi, le rituel est d'une... Alors attention, ils se sont modernisés. Moi, à mon époque, est-ce qu'on initie les femmes au géo aujourd'hui ? Oui. Voilà, à mon époque, c'était pas le cas encore. Oui. Donc déjà, ça progresse. J'ai connu l'époque où c'était ni initié, ni reçu en loge. Donc ensuite, il y a eu reçu en loge. Et puis maintenant, c'est initié, reçu en loge. Donc déjà, ils essayent de mettre en place, je pense, des choses un peu plus égalitaires. Mais il va falloir faire un dépoussiérage beaucoup plus profond, je pense. Parce que déjà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est eux qui poussent le progrès, ce qu'on appelle le progrès, ou est-ce qu'ils sont poussés ? Moi, j'y étais pas, mais de gens que je connais qui ont été, ils m'ont dit, par exemple, autant sur l'IVG, sur des choses comme ça, ils ont pu être à l'avant-garde, voire même être les gens un peu derrière les premiers textes de loi et tout. Mais moi, ce qu'on m'a dit en tout cas, par exemple, le mariage pour tous, c'est qu'ils sont arrivés le jour de la manif avec des petits tabliers arc-en-ciel, mais qui n'ont pas envoyé un texte de loi. Enfin, disons qu'aujourd'hui, le rapport qui est fait par une loge et qui va être envoyé au Parlement, oui, il est sous la piste d'attente, sous la file d'attente au niveau du ministre, du rapport de McKinsey, du rapport de BlackRock, et même du rapport du dîner du siècle ou de plein d'autres choses qui sont plus influentes, je crois, aujourd'hui. Ils sont arrivés après la bataille. Ils ont été dans le sens du vent, mais est-ce qu'ils ont eu une influence réelle sur l'élaboration, ils ont eu une influence très importante, de cette loi ? Vous faites bien de rappeler l'IVG quand même. Oui, mais avant. Là, par exemple, sur les derniers grands acquis sociaux ou sociétaux, j'ai un peu l'impression qu'ils sont arrivés après la bataille, quoi. Ils sont arrivés en disant on est pour, mais je sais pas quel grand texte, quel grand maçon illustre est dans les textes de loi là qui ont été votés sur ça. J'en vois pas. Quelle grande planche a été faite en loge avant de devenir... J'en vois pas. Quelle planche, c'est un travail. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils suivent. Et tant qu'ils ne changeront pas, ils feront que suivre. Non, parce que je suis en désaccord avec ce que d'accord. Oui, mais justement... non, j'y suis plus. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment l'impression qui m'a été donnée. Pas obligé d'être d'accord. C'est l'impression qui m'a été donnée. Parce que je considère que, justement, ce n'est pas le problème des sociétés ésotériques de se poser des problèmes sociétaux. Oui, je suis d'accord. Ma grande critique, c'est je le regrette beaucoup parce que, pour tout vous avouer, ce mot sociétal, c'est moi qui l'ai proposé dans les années 70. Dans la perspective, justement, quand Heidegger parle de l'historial, pour montrer que c'est plus que l'histoire. Quand Lukács, sociologue, philosophe marxiste, parle de l'objectal, pour montrer que c'est plus qu'objectif. Quand Gilbert Durand parle de l'imaginal, plus que l'imaginaire. Moi, j'avais proposé le mot sociétal pour dire que c'est pas simplement le rationnel, le social rationnel à la Rousseau. En gros, voilà. Et puis j'ai vu que ce mot sociétal, est devenu rien du tout maintenant. C'est un mot que quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. On dit sociétal, si je puis dire, etc. Et je considère qu'actuellement, le Grand Orient ne fait que du sociétal. Dans ce sens-là. Mariage pour tous, euthanasie, avortement, etc. Je dis, c'est pas notre problème, c'est pas notre préoccupation. Voilà la différence. Alors, je termine là-dessus, puisque je montre mon désaccord avec vous. C'est bien. C'est que je pense que c'est important qu'il y ait des endroits pour les hommes et des endroits pour les femmes.
Donc, encore une fois, puisque j'ai cité 2 ou 3 fois Gilbert Durand, il dit en allemand Weiberrat, Männerbund, c'est-à-dire qu'anthropologiquement, il y a des ligues d'hommes et des conseils de femmes. Et que c'est dans le même sexe, si vous voulez, qu'il y a les échanges qui se font, etc. Et qu'en voulant tout mélanger, eh bien, on se trompe à bien des égards. Oui, non, j'étais pas pour c'est pas que je voulais absolument défendre la nécessité absolue d'une mixité. Je peux totalement comprendre que des hommes veulent se retrouver entre eux, que des femmes veulent se retrouver entre eux. Ce que je dis, c'est que sur une obédience qui comporte des milliers de loges, qu'il ne soit pas possible pour une personne de créer une loge qui souhaiterait la mixité au sein de l'organisation me semble un peu bizarre. Ça pourrait être à la carte, en fait. Ça pourrait être chacun le fait comme il le veut. C'est un peu le cas actuellement, quand même, au Grand Orient. Je le défendrai maintenant, oui. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des initiations des femmes, et puis il y a des loges qui ne veulent pas. Voilà. Donc ils gardent, je le vois dans ma région. Il y a une époque, il fallait aller à la grande loge féminine. À faire du professeur Maffesoli un défenseur du Grand Orient, c'est quand même très bon. Non, mais encore une fois, il y a eu cette réforme entre-temps qui fait que maintenant les femmes y sont admises. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on aimait bien se moquer des gens du Grand Orient parce qu'ils nous traitaient très souvent un peu de réac, nous, à la GLNF. Est-ce que vous êtes moins réac que vous? C'est pas parce qu'en fait, vous mettez des jeans et que vous n'êtes plus obligé d'être en costard, vous initiez pas les femmes. Je rappelle ce que disait Joseph de Maistre. Il disait « Je suis réactionnaire et pas conservateur ». Voilà. C'est ce que je suis moi aussi. Oui. C'est ce que nous sommes nous aussi d'ailleurs. Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Merci professeur Maffesoli. Je rappelle ces 2 ouvrages. Le Grand Orient, les lumières sont éteintes chez Guy Trédaniel. Et la franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? Point d'interrogation. Toujours chez Guy Trédaniel. Merci beaucoup Greg Tabibian. Je rappelle votre chaîne YouTube Je suis pas content TV. Merci à vous deux. Et merci à vous tous. C'est la fin de cette